La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Monsieur René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains et pour 8 minutes, chers collègues. Madame la ministre, Madame le Président, mes chers collègues, notre groupe a souhaité inscrire ce débat afin de permettre au Sénat de connaître les intentions du gouvernement en matière de politique de santé et plus particulièrement celles concernant les urgences, maillon clé de notre système de soins. Un chiffre peu connu mais que je voulais souligner, la saturation des urgences est concentrée sur un nombre relativement faible de patients qui vont en moyenne 5 fois par an aux urgences avec un délai médian entre deux passages de 40 jours. C'est énorme. Ces quelques 3 millions de patients réguliers des urgences sont surtout des personnes âgées, polypathologiques, des usagers qui n'ont pas d'autres recours médicaux à proximité, ainsi que des personnes exclues socialement, et bien d'autres cas également. Par ailleurs, n'oublions pas qu'en 2019, une grève massive des urgences a alerté les pouvoirs publics sur l'état dégradé des services. Alors, comment sommes-nous arrivés là ? Au fil du temps, des décisions ont été prises qui peuvent être lourdes de conséquences, il faut le reconnaître. Pour certains, c'est la mise en œuvre des 35 heures. Il est vrai qu'on a demandé aux gens de compter leur temps, ce qui a entraîné une désorganisation au niveau de l'hôpital. Pour d'autres, c'est la T2A. Il faut reconnaître également que la T2A s'est traduite par une course à l'acte et cette tarification, initialement instaurée pour compenser les difficultés de la dotation globale, a eu un effet inflationniste parfois. Et du côté de l'hôpital, la difficulté majeure, c'est la question de l'aval des urgences. Alors ça regroupe un certain nombre de dispositions et tenant compte des manques de lits dans les services spécialisés, la pénurie de places dans des structures extra-hospitalières. Et lors des auditions en 2017 par notre commission, un chef de service a bien résumé la question puisqu'il disait que le principal problème n'était pas d'empêcher les patients de venir aux urgences, mais de réussir à les en faire sortir. L'enjeu de la prise en charge en aval des urgences est double. Il s'agit non seulement d'assurer le désengorgement de ces dites urgences, mais également de garantir le bon aiguillage des patients vers la structure spécialisée, de manière à éviter le retour aux urgences ou les hospitalisations multiples. Les établissements de santé privés, les médecins de ville ne participent pas tous également à la prise en charge de ces soins non programmés. Et selon le chirurgien Bernard Cron, auteur des blouses blanches colère noire, les contraintes liées à une tarification insuffisante les en ont détourné avec une tarification moyenne 4 fois inférieure pour les actes non programmés par rapport à l'hôpital. Le défaut de formation participe également à cette crise. Nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler. Et les cabinets médicaux, par ailleurs, restent peu ouverts le soir pour accueillir les urgences à cause, là aussi, d'une rémunération peut-être pas suffisante et puis d'une adaptation de la vie professionnelle avec la vie familiale. Et maintenant, il faut en tenir compte, bien sûr, dans notre réflexion. Des points positifs, cependant, on peut souligner que certaines communes ont mis en place des SAMI, services d'accueil médical initial, services médicaux de garde ouverts en soirée, le week-end, où des médecins généralistes se relayent volontairement. Ils traitent les urgences en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux. À côté de cela, j'aurais souhaité évoquer la situation post-Covid qui est révélatrice du malaise de l'hôpital, mais pas uniquement. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 a provoqué une vague importante de recours aux soins qui a mis le secteur hospitalier sous tension. Les hôpitaux ont dû s'adapter pour gérer l'afflux de patients, notamment dans les services d'urgence, avec des transferts vers d'autres établissements et la mobilisation de la réserve sanitaire, et ça a tenu le coup.
Après plus de 2 ans de crise sanitaire, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la situation de l'hôpital a pointé cette aggravation du malaise hospitalier. Et malgré une revalorisation des salaires pour les personnels soignants selon l'accord de Ségur, la dégradation des conditions de travail de l'ensemble des personnels a généré une désaffection qui est préoccupante à l'égard de l'hôpital. Les milliards injectés n'ont pas produit les résultats escomptés. L'hôpital, ce n'est pas qu'une question d'argent. La médecine libérale, également très engagée dans la crise sanitaire, est elle-même en crise. Les Français ont de plus en plus de mal à trouver des médecins traitants, on le sait. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'annonce de la fin du numerus clausus qui va y remédier, ni celle de la 4e année d'internat de médecine envisagée pour 2026. En ce qui concerne le bilan des mesures prises avant l'été, nous noterons que les propositions de la mission flash sur les urgences sont principalement axées sur la régulation. Elle ne traite pas, bien sûr, des racines du mal, mais nous l'avions déjà souligné, ce problème de régulation et l'importance de redonner du corps au métier d'assistant de régulation médicale. Madame la ministre, il y a des rendez-vous à ne pas manquer, comme la convention médicale, pour permettre aux médecins de ville de prendre en charge plus de patients en libérant du temps médical, en revalorisant l'activité libérale. Mais également une conférence des parties prenantes. Celle-ci doit associer l'ensemble des corps intermédiaires, les syndicats de professionnels de santé, associations des usagers, patients, représentants des collectivités qui n'ont pas souvent été entendus ni considérés ces dernières années. Elle reposera, paraît-il, sur une approche globale de la santé et de la restauration de l'éthique, dixit le ministre de la Santé. Derrière ces termes bien génériques, il est difficile de cerner l'ambition réformatrice du gouvernement. 2 sujets restent majeurs pour l'avenir de notre système de santé, à savoir bien sûr son financement, mais également sa gouvernance. En conclusion, tous ces constats nous amènent à penser qu'il est nécessaire de réformer structurellement et profondément notre système de santé. La situation tendue aux urgences n'est qu'une facette d'un mal profond. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une problématique d'accès aux soins à plusieurs vitesses, mais dans celle de l'accès aux soins tout court. Les manifestations s'enchaînent pour proposer ou trouver des solutions à l'accès aux soins urgents de la population, et nous sommes persuadés que c'est au niveau des territoires, avec les acteurs du soin et de la prévention, avec les patients, avec les élus, que doivent être élaborées des réponses concrètes et pérennes. Voici quelques éléments que je souhaitais, au nom de mon groupe, formuler en préambule. Madame la ministre, vous qui vous déplacez sur les territoires, nous avons eu l'honneur de vous recevoir. Vous qui êtes spécifiquement chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, entendez notre message et n'hésitez pas à nous exposer vos ambitions pour cette mandature. Je vous en remercie. Merci.